Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver à nouveau après un mois de pause. Et pour ce numéro de reprise, 3 sujets de débat. D'abord, cette nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme voulue par l'armée burkinabé. Une stratégie dite plus globale de l'avis donc de ses initiateurs. Les mesures en effet visent à améliorer, selon le gouvernement burkinabé, les conditions de vie et de travail des combattants sur le terrain. Et comment une telle stratégie, aussi spécifique qu'elle soit, pourra-t-elle enfin satisfaire l'espoir des Burkinabés qui attendent des réponses rapides face à un phénomène qui ne fait que durer, celui du terrorisme. On en parle dans un débat de presse ce matin. Et ce matin, 4 morts dans un accident de chantier à Koudougou. Un immeuble en construction à l'université de Koudougou s'est effondré, en effet ce 31 août, causant la mort de 4 personnes. Le ministre en charge des enseignements supérieurs s'est rendu sur les lieux pour non seulement consoler les étudiants, mais également se prononcer sur cet incident. Et Al-Khassoum Maïga qui promet de punir sévèrement tous ceux qui se seront rendus coupables de la survenue de cet accident. Et le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Koudougou, a ouvert une enquête immédiatement et qui a permis déjà d'interpeller 6 personnes. Cette action en justice pourra-t-elle véritablement aboutir afin que la lumière soit faite sur ce drame? Réponse avec nos invités. Et enfin, avec nos invités, la fermeture du lycée Philippe Zinda Kaboré, une décision du gouvernement qui intervient après des manifestations en mai 2021. Le gouvernement qui décide de maintenir le lycée fermé et d'affecter les élèves dans des établissements secondaires de Ouagadougou pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Toute chose qui suscite interrogation. Jusqu'à quand cette fermeture sera-t-elle actée? Quel avenir pour le lycée Philippe Zinda Kaboré? On en parle ce matin avec nos invités. Et nos invités, c'est Abdoulaye Bari, journaliste indépendant et analyste. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Albert Nagrego, directeur de publication de Libre Info. Libre Info, c'est un média en ligne et il est analyste également. Bonjour. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour cette reprise de débat de presse. Et Dabadi Zumbara est rédacteur en chef des éditions Le Pays. Il est analyste, il est avec nous. Bonjour Dabadi. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Dabadi, on va commencer d'ailleurs avec vous, l'armée burkinabé qui se dote d'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Une stratégie que les ministres en charge de la sécurité et de la défense nationale ont estimé comme étant une stratégie spécifique. Vous, quelle est l'analyse que vous faites autour? Est-ce que ça peut répondre à la satisfaction des espoirs des Burkinabés qui veulent des réponses rapides face au terrorisme? Oui, je dirais que ce n'est pas trop, mais comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous l'avons dit et répété sur ce plateau que si nous voulons plus de résultats, il fallait revoir nécessairement la stratégie de lutte. Et aujourd'hui, 2 ministres ont compris l'urgence de la chose et ont décidé effectivement d'avoir une nouvelle approche. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut les y encourager et aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'une chose, c'est d'avoir une stratégie et une autre, c'est de pouvoir mobiliser les moyens pour la mise en œuvre efficace de cette stratégie. En la matière, ce n'est pas chose gagnée pour la simple raison que nous sommes dans un contexte économique difficile pour ce qui concerne le Burkina. Alors, il faut reconnaître d'abord que nous n'arrivons pas à trouver de l'emploi pour les diplômés et ces jeunes désœuvrés. Donc, ce ne sera pas chose aisée que de trouver des moyens conséquents pour la réinsertion socio-professionnelle des combattants qui décideraient de déposer les armes. Mais c'est un gros défi qu'il va travailler et qu'il va falloir travailler à relever parce que je pense que cette nouvelle approche peut effectivement nous apporter des résultats. Et il y a des pays qui l'ont effectivement expérimenté. Je veux
parlé par exemple du Niger, dans la zone surtout du Difa, et ça a permis quand même d'avoir des résultats assez positifs. C'est vrai que certains ont échoué en la matière, en ce qui concerne notamment la RDC, a essayé, mais ça n'a pas marché. Toute la simple raison que la question de la réinsertion socio-professionnelle n'a pas fonctionné. Donc je pense que pour ce qui nous concerne, il faut effectivement que le gouvernement mette des moyens conséquents à la disposition d'abord des deux ministères concernant la sécurité et la défense, mais aussi des autres départements qui doivent accompagner ces ministères pour que cette nouvelle approche puisse aller jusqu'au bout, que si des combattants venaient à déposer des armes, qu'on puisse effectivement travailler de manière à ce que leur réinsertion soit une réussite. Il n'y a qu'en faisant cela qu'on peut effectivement obtenir des résultats satisfaisants. Sinon, si on va comme ça sans mettre suffisamment un dispositif solide en place, eh bien, on peut effectivement ne pas atteindre l'objectif. Alors l'autre volet effectivement de cette nouvelle stratégie, c'est le renforcement de la confiance, sinon vous voulez la collaboration entre FDS et population. À mon avis, c'est un point qui est essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Il est clair qu'on ne peut pas obtenir des résultats satisfaisants si les populations et les FDS ne parlent pas plus ou moins le même langage. Mais je pense que cette approche doit se faire doit passer par une communication dynamique. Il faut effectivement que les populations se sentent mieux protégées. Il faut qu'elles aient le sentiment que les suggestions sont de plus en plus en charge par les forces de défense et de sécurité. Et lorsque ce sera le cas, vous verrez que la collaboration va se renforcer, la confiance va se renforcer. Donc je pense que cette nouvelle dynamique est à encourager et il faut que chaque maillon à son niveau puisse jouer sa partition. Je l'ai dit ici et je le répète que la lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire des seuls militaires. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que le tout militaire a montré ses limites. Et ça, ce n'est pas... dans bien des pays, on a constaté cela. C'est dire que le Burkina ne peut pas faire l'exception. D'où la nécessité, effectivement, de conjuguer les efforts et d'inviter l'ensemble des Burkinabés à accompagner la nouvelle stratégie pour que finalement, nous puissions obtenir des résultats qui permettront de mettre le pays à l'abri, effectivement, de ces attaques à répétition et qui ont fait des milliers de morts. Oui, et Abdoulaye Bari, certains observateurs estiment que cette stratégie vient un peu tard, 6 ans après, même s'ils reconnaissent que ça va permettre de pouvoir situer les responsabilités de chaque entité et de voir un peu comment avancer. Est-ce que c'est votre avis? Moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir quelque chose comme étant désormais une ligne directrice qui va guider désormais les acteurs. Le plus important, c'est de l'avoir. C'est de savoir que désormais, on ne marchera pas à tue-tête. On ne sera pas dans une dynamique de guerre populaire généralisée. Il y a désormais une stratégie. Elle est née d'une analyse froide. Analyse donc qui a permis d'évaluer l'action militaire dans la lutte contre le terrorisme au Burkina 6 ans après. C'est une stratégie qui tire les enseignements donc de l'engagement militaire dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit donc d'évaluer les forces et les faiblesses. Quels ont été les facteurs aggravants donc de l'extrémisme violent au Burkina Faso précisément? Quelle est notre part de responsabilité en tant qu'État dans la radicalisation? Les actions qui ont été posées au plan militaire, quels sont les effets que ça a apporté? Donc de façon froide, on s'est dit, voilà la situation, mais en définitive, qu'est-ce qu'il faut faire? La stratégie qui a été adoptée n'est pas, on ne peut pas dire que c'est une stratégie militaire qui vise donc à négocier avec les terroristes, non. C'est un ensemble d'éléments qui est donc compilé dans ce qu'on appelle au plan militaire le concept stratégique. Il y a plusieurs actes qui touchent donc la gouvernance démocratique, parce qu'il faut améliorer la gouvernance démocratique. Il y a des facteurs aggravants du terrorisme nés donc de la faiblesse de l'État, de la mauvaise gouvernance. Okay? Donc il s'agit donc de prendre des mesures politiques, administratives, citoyennes, militaires, sécuritaires,
pour faire face, et même j'allais dire journalistique, parce qu'il y a une dimension communication des crises donc dans la nouvelle stratégie qui a été adoptée pour faire face aux défis sécuritaires dans le Sahel. Effectivement, on l'a vu ces dernières semaines, l'armée qui apparemment, on dirait, une sorte de cours qu'on fait à la presse, où on organise des débats pour mettre un peu les journalistes à un niveau d'information pour les outiller davantage. Oui, c'est là où je dis qu'on tire les enseignements donc, de la lutte de 6 ans de parcours. C'est important. Et à mon avis, on a désormais à la tête du ministère de la Défense quelqu'un qui sait de quoi il parle parce que c'est son travail. Ça, c'est important dans la vie, mettre chacun là où il se sent le mieux en termes de capacité. Ça, c'est important. Donc, pour revenir au sujet, il s'agira donc de mobiliser tout le monde pour apporter des réponses concrètes. Et je pense que la dynamique qui est engagée, elle marque une sorte d'espoir et de rupture. Rupture parce que c'est la première fois quand même en 5 ans qu'on voit le ministre en charge de la Défense et celui en charge de la Sécurité se retrouver face aux journalistes pour informer l'opinion nationale sur une stratégie en termes de réponse donc aux défis sécuritaires au Burkina. C'est important parce qu'on se rappelle que les divergences, les mésententes entre ces deux ministres donc, ont créé une sorte d'incohérence au sein de l'action militaire, on va dire au sein même du commandement militaire. Donc il y a eu une certaine incohérence. Si ces deux ministres désormais parlent le même langage, essaient d'avoir une stratégie qu'ils nous proposent, la stratégie je la trouve pertinente parce que elle prend en compte toutes les dimensions qui participent donc d'une lutte efficace et efficiente contre le terrorisme. Je l'ai dit, il y a des actions politiques, il y a des actions administratives, il y a des actions citoyennes, il y a des actions de communication, il y a des actions diplomatiques, il y a des actions en termes de sécurité intérieure, il y a des actions en termes militaires. Parce qu'il s'agit donc de porter une analyse froide, comme je l'ai dit, pour essayer de faire la part des choses, c'est-à-dire la typologie des différents groupes terroristes qui menacent le Burkina. Donc, il y a les acteurs, on va dire les acteurs transnationaux qui répondent donc à des logiques idéologiques d'islamisme radical, c'est-à-dire donc on va parler des GSIM, on va parler de l'IGS et ils sont à part. Il y a d'autres acteurs qui sont des acteurs donc de la contrebande, donc on va dire en bande organisée. Il y a aussi au niveau intérieur des phénomènes qui sont nés suite à la radicalisation qui a poussé beaucoup de jeunes donc dans les mains des terroristes. Donc aujourd'hui, il s'agit de dire qu'on va faire la part des choses. La lutte contre les acteurs transnationaux sera une lutte militaire et sécuritaire. Maintenant, les acteurs au niveau local qui ont rejoint parce qu'il y a eu des faiblesses dans la lutte et on va voir ce qu'on peut leur offrir comme gage pour qu'ils reviennent au sein de la République. Oui, Albert Nagrego, c'est votre avis également que cette définition, cette clarification des rôles, mais aussi des acteurs qui sont impliqués dans le phénomène est essentielle. Oui, c'est essentiel. J'apprécie également la stratégie nationale et j'ai aussi aimé la présentation de cette stratégie par les deux ministres, surtout le ministre de la Défense. On sent qu'il maîtrise très bien son sujet, il l'a présenté avec beaucoup d'assurance. Et je trouve que c'est très bon. Et ça prend en compte tout ce qu'on a eu à dire par le passé, que ce soit comment ramener des combattants dans les rangs au sein de la population, comment également travailler à développer la bonne gouvernance, comment revoir l'organisation de l'armée elle-même. De façon générale, je pense que c'est bon. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi aller vite en besogne, parce qu'il y a un gros boulot qui reste à faire. Les textes, les diagnostics, les enquêtes au Burkina, on en a eu assez, très intéressant, très riche, mais la suite, on le connaît. Le problème qu'on n'évoque pas aujourd'hui, c'est combien va coûter la mise en œuvre de cette stratégie durant les 5 ans. Déjà, on parle d'un chiffre provisoire de 3 000 milliards et quelques. Et moi, je me pose bien la question où, effectivement, au Burkina, on peut mobiliser ces ressources durant les 5 ans. Il y a un plan d'action triennal qui est prévu, certes, mais je me dis que c'est le gros défi à relever, c'est la mobilisation des ressources. Et quand on sait aujourd'hui qu'en matière de sécurité, vous avez très peu de partenaires qui vous soutiennent, ils sont plus dans le développement ou dans la promotion des droits humains ou encore l'autonomisation des femmes ou d'autres activités, mais en matière de sécurité militaire, c'est très difficile. On a vu le G5 Sahel qui a traîné depuis des années. Aujourd'hui, les promesses sont restées comme ça et sans suite favorable. Donc mon inquiétude, c'est à ce niveau. La deuxième chose aussi, c'est, je me pose la question, comment on peut présenter une stratégie dans un contexte urgent et on attend la rentrée gouvernementale pour soumettre le document au gouvernement pour avoir le projet de loi avant de transmettre à l'Assemblée nationale, alors qu'on est dans un contexte urgent.
si on a fait la prescription, il faut très rapidement convoquer. C'est une urgence. On n'a pas besoin d'attendre une rentrée gouvernementale et accélérer les choses. Donc là également, ça me laisse un peu inquiet. La troisième chose, quand on parle de bonne gouvernance, je pense qu'on n'a pas besoin de la stratégie aujourd'hui avant de montrer l'exemple de bonne gouvernance. Parce que j'ai toujours dit, ce qui s'est passé à Solane jusqu'aujourd'hui, les décisions, on s'est limité au changement du ministre de la Défense en nommant un ministre délégué à la Défense et en changeant le ministre de la Sécurité jusqu'à ce que Arbinda arrive encore. Et là, on continue d'attendre et ce n'est pas un secret. Oui, mais Albert, dans ce contexte où on ne peut pas arrêter les attaques sur le terrain, comment conjuguer à la fois cette démarche conjoncturelle et structurelle? Mais c'est des mesures politiques qu'il faut prendre et puis courageuses, c'est tout. C'est tout. Est-ce que vous, je vais dire, Fousseni Kino, est-ce que vous et moi aujourd'hui, quand on changeait ou quand le président Kaboré faisait son discours le 27 juin, est-ce qu'on imaginait qu'à ce jour, le commandement aujourd'hui allait rester tel qu'il est? Est-ce qu'on pensait que les mesures allaient aussi rester des mesurettes, si on peut le dire ainsi? Jusqu'à ce que Arbinda arrive, on a encore pleuré Arbinda, et après Arbinda encore, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, il y a des mesures où on n'a pas besoin forcément de l'argent. C'est une question de courage politique. On prend des décisions, on fait les changements qu'il faut, et puis on donne l'impression aux gens qu'on a envie de changer de fusil d'épaule. Mais si ça ne vient pas, on a beau écrire un document stratégique, le document il est volumineux, il est riche, mais on aura toujours du mal à mettre en œuvre les recommandations ou les propositions dans ce document. Donc je pense qu'il y a l'adoption, il y a le financement qu'il faut trouver également pour mettre en œuvre la stratégie nationale, mais il faut aussi déjà commencer à montrer l'exemple au niveau de la bonne gouvernance. Et pour la qualité du document, ce que j'ai entendu déjà, je pense que ça a pris de gauche à droite tout ce que les uns et les autres ont l'habitude de dire ou de recommander à l'État burkinabé. Barry, l'espoir du peuple burkinabé que ces mesures du gouvernement viennent apporter des réponses rapides, est-ce que l'espoir est permis? On va espérer, on n'a pas le choix, on ne peut pas empêcher au peuple d'espérer. Il y a de l'espoir, comme je l'ai dit, on a un document assez pertinent. Parce que comme je l'ai dit, on tire les erreurs, on tire les leçons de nos erreurs. Parce que, voyez-vous, au début de cette crise-là, à mon avis, il y a eu une mauvaise lecture du phénomène terroriste. Et on s'est retrouvé dans une situation où, au lieu que la stratégie vienne donc de ceux qui savent de quoi il s'agit, on s'est retrouvé dans une sorte de désordre où on était dans la promotion donc de la guerre populaire généralisée parce que certains tiraient donc leur légitimité technique du fait qu'ils ont été CDR sous la révolution. On dit bon voilà, c'est ce que nous on avait fait, on a armé tout le monde, mais c'est faux. C'est faux. La vérité, c'est faux. On n'a pas armé toute la population sous la révolution. La preuve, les militaires n'avaient pas, ceux qui partaient au front, ils n'avaient pas eu tous des armes. Je sais de quoi je parle. Il y a des militaires, ils avaient comme seule arme leur bravoure à défendre leur pays. Dans une situation où on avait une sorte d'équilibre national. Je parle d'équilibre national parce qu'à l'époque, on parlait de nation. Aujourd'hui, le phénomène terroriste, il a brisé les fondements même de la société. Donc, c'est des éléments nouveaux qui interviennent qu'il va falloir prendre en compte. Mais malheureusement, dans la dynamique de lutte, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait prendre en compte donc l'idéologie de la guerre populaire généralisée. 6 ans après, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc, aujourd'hui, cette stratégie, comme je l'ai dit, qui a été quand même bâtie par des gens très sérieux et très compétents parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont les vrais renseignements sur le terrain, ils savent les facteurs aggravants donc du terrorisme, ils savent les implications du terrorisme. Ils ont dit aujourd'hui, il est important que nous tirons donc des enseignements de nos erreurs pour bâtir une stratégie. Donc cette stratégie découle donc ça vient des acteurs qui sont sur le terrain. Je parle des militaires. Je note qu'au niveau des renseignements, au Burkina Faso, c'est à saluer. Les acteurs du renseignement sont des gars quand même, sont des gens qui sont quand même très sérieux, qui ont cette capacité d'analyse. Donc ils ont produit un document, on attend sa mise en œuvre, mais sa mise en œuvre ne sera pas que militaire. Je vous ai dit, il y a une dimension politique. Il y a l'adossement politique qu'il faut faire. Les militaires peuvent vous proposer la meilleure stratégie. Mais tant que derrière, il n'y a pas un engagement politique fort, tant qu'il n'y a pas un soutien politique fort, et au-delà du soutien politique, il y a désormais une implication de tout le peuple, on va dire, de tous les citoyens dans cette lutte-là. Donc désormais, on va dire qu'au lieu que la lutte contre le terrorisme soit une affaire des seuls militaires, c'est une stratégie qui appelle tout le monde donc dans cette dynamique de lutte collective contre le terrorisme en
faisant la part des choses bien évidemment. Oui, Dabadi, vous êtes également pour cette mobilisation générale. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, ce n'est plus une affaire des seuls militaires. Donc chaque maillon aura son rôle à jouer. Et de ce point de vue, effectivement, il faut que les gens comprennent que c'est maintenant qu'il faut s'engager chacun de son côté pour apporter sa touche. Sinon, eh bien, on n'aura pas de résultats. Comme on le dit, c'est un document qui est pertinent, c'est un document qui peut effectivement nous permettre d'avoir des résultats, mais si les uns les autres ne s'engagent pas suffisamment, ben ça va poser un problème. Donc le côté militaire, par exemple, peut réussir, mais si le côté civil, par exemple, ne réussit pas, ben on n'aura pas de résultats. Et donc, je pense que c'est un plan, plus ou moins même, j'allais dire, de travail. Maintenant, il appartient à chacun de respecter, j'allais dire, sa part de contrat. Parce que, comme on l'a dit, on a au départ, effectivement, fait une mauvaise lecture de la situation. Vous voyez, on a fait une confusion parce qu'on n'arrivait pas à distinguer les différents groupes qui nous attaquent. Et aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'il y a des groupes aujourd'hui qui n'ont pas... C'est vrai que ce qu'ils font sur le terrain, c'est du terrorisme, mais en réalité, ce ne sont pas des vrais terroristes. Voilà, ils n'ont pas un groupe auquel ils sont affiliés et qui est reconnu comme une organisation terroriste au plan international. Donc, par exemple, ces éléments, on sait comment les traiter, par exemple. Et ça peut se faire. Je pense qu'il y a eu déjà une initiative de certains salles de la région, du Sahel, qui ont fait un peu le tour du pays pour effectivement travailler de manière à ce qu'on puisse travailler à améliorer notre vivre ensemble. En fait, ça va ensemble. Comme on l'a dit, si par exemple on arrive à démobiliser certains combattants, ben, leur réinsertion, c'est au sein des populations. Il faut que les populations locales les acceptent. Il faut que les autres populations les acceptent. Sinon, ça va poser un problème. Donc, je pense que en tout cas, on a l'occasion ici, où disons chaque Burkinabé ou chaque maillon de nos sociétés a l'occasion de jouer sa partition. Maintenant, naturellement, il va falloir un engagement fort au plan effectivement politique, mais aussi au plan populaire. C'est maintenant que l'engagement populaire doit effectivement être le plus fort. Parce que la collaboration entre FDR et population doit se manifester davantage aujourd'hui. Sinon, ben, on aura toujours des difficultés. Et donc, je pense que en tout cas, chaque Burkinabé est appelé à jouer sa partition. Oui, Albert. Non, en fait, je souviens un peu parce que quand on dit qu'il faut que la collaboration entre population et FDS marche, pour que la collaboration puisse marcher, il n'y a pas que de garantir la protection des données et de ceux qui donnent les informations ou les renseignements. Il faut aussi donner la population à ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il y a combien de localités où les populations sont pour manifester parce qu'il y a eu des promesses de campagne qui n'ont pas été réalisées. Aujourd'hui, le souci, ce n'est pas de comment collaborer avec les FDS, mais c'est comment nous, on gagne une route, comment on trouve une maternité, comment on trouve une école, comment on rouvre l'école qui a été fermée par les groupes armés terroristes, et comment on fait pour pouvoir se sentir d'abord véritablement burkinabés qui ne sont pas oubliés avant de pouvoir admettre qu'on peut collaborer avec FDS. Sinon, les priorités, ce n'est pas une collaboration avec FDS. Les priorités, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail d'abord. Donc, si on n'arrive pas à cela, il faut se dire qu'il ne faut pas sauter pour aller en aval pour chercher une collaboration avec les FDS. L'autre chose qui est très importante, c'est que le ministre, le général des brigades, Barthélémy Sempore, l'a dit dans son message, que les FDS, leurs conditions de vie et de travail vont s'améliorer dans les jours à venir. Des textes ont été pris. Certes, vous l'avez pris pour les forces de défense et de sécurité. Mais il n'y a pas que les forces de défense et de sécurité. Vous avez des administrateurs civils aujourd'hui qui sont dans des zones à risque, qui n'ont même pas le courage de voyager encore à leur véhicule ou bien dans un car. Ils ont oublié peut-être de faufiler pour rejoindre le bureau ou changer de maison chaque soir pour ne pas être ciblés. Mais est-ce qu'il y a eu des indemnités prévues pour ceux-là qui prennent les mêmes risques? Il y a eu des infirmiers qui ont été assassinés. Il y a eu des enseignants qui ont été assassinés. Il y a d'autres qui restent encore dans des zones à risque ou, comme on le dit, dans des zones rouges pour donner toujours l'enseignement. Est-ce qu'il est prévu également des primes, ou je ne sais pas comment l'appeler, de l'amélioration des conditions de vie et de travail pour ces gens qui sont dans ces zones-là encore? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'il y a des zones où il n'y a plus de commissariat, ou bien il n'y a plus d'école, ou bien il y a un conseiller municipal ou deux qui restent toujours pour essayer de faire de son mieux, jusqu'à ce qu'il reçoit les alertes, et à un moment donné, il abandonne. Mais est-ce qu'il est prévu quelque chose également pour eux? Si vous n'avez pas prévu tout ça, on a beau encourager peut-être les FDS, que je respecte beaucoup leur action sur le terrain, ils le méritent amplement, mais il faut se dire que quelqu'un d'autre aussi va se dire que je suis marginalisé dans cette affaire parce que je prends aussi des risques, mais on ne tient pas compte de moi. Donc,
La stratégie doit être véritablement globale. Ah oui, si on annonce des mesures également pour les FDS qu'ils méritent d'ailleurs, il faut aussi annoncer peut-être pour les agents ou les fonctionnaires qui travaillent dans des zones particulières où le risque il est très élevé également, pour montrer qu'on est sur le même pied d'égalité, on a le même combat, on a le même idéal et ensemble il faut qu'on y arrive. Oui, Abdoulaye Bari, on n'est pas seul dans la sous-région et on n'est pas les seuls également touchés par le phénomène. Donc le ministre délégué en charge de la défense l'a dit, on verra aussi en quel contexte situer un peu cette stratégie pour qu'ils prennent la globalité de la sous-région. Oui, effectivement, c'est là où je disais qu'il s'agit donc de faire une sorte de typologie des acteurs. C'est-à-dire qu'on a d'abord un phénomène transnational, donc qui quitte le Moyen-Orient jusqu'au Sahel. Donc il y a une forme il y a des mesures dans une dynamique transnationale donc qu'il faut prendre, c'est-à-dire à partir des pays voisins, instaurer une forme de coopération avec ces pays-là pour engager la lutte contre le terrorisme. Ça c'est la dimension transnationale parce que le terrorisme lui-même a une dimension transnationale et au-delà on a des acteurs qui sont dans le grand banditisme et dans les crimes organisés au niveau transnational. Mais il se trouve que ces gens-là sont en contact direct avec les terroristes. Souvent même, ils opèrent ensemble en termes de drogue, en termes de trafic d'êtres humains, beaucoup de choses illicites même. Voilà. Donc, lui, il l'a dit tout à l'heure, c'est important qu'on sache faire la part des choses. Il y a donc la dimension militaire qui consiste donc à équiper les forces de défense les forces de défense. Je ne parle pas de sécurité, exclusivement les forces de défense parce qu'il s'agit d'une question militaire pour qu'elles puissent donc accomplir leur mission régalienne qui consiste à défendre l'intégrité du territoire. Il y a aussi des mesures d'ordre sécuritaire. On parle donc de sécurité intérieure. C'est faire en sorte que les forces de sécurité puissent elles aussi assumer leur mission régalienne qui est donc la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a un phénomène de grand banditisme, par exemple, qui opère désormais dans l'est du Burkina sous le couvert du terrorisme, ce n'est pas une mission de l'armée. Mais désormais, il se trouve que tous ces gens-là sont venus se greffer dans le label terrorisme et ils opèrent. Donc, il y a la dimension sécurité intérieure qui est prise en compte. Ensuite, il y a la dimension politique. Cette dimension politique, c'est quoi? Il s'agit de prendre des mesures qui intègrent donc le développement. Il y a le retour des déplacés dans leur localité et les accompagner donc à pouvoir mener leurs activités chez eux. Il y a aussi le retour de l'administration, donc prendre des dispositions au niveau sécurité intérieure pour permettre donc aux fonctionnaires dont parle Albert de pouvoir accomplir leur mission en toute sécurité. Il y a aussi une dimension diplomatique. Cette dimension diplomatique consiste à mobiliser les acteurs au niveau international pour pouvoir accompagner cette lutte parce qu'il est évident qu'il y a des questions de financement qui se posent. Donc, je vais dire, c'est une affaire, on va dire, holistique qui prend en compte l'ensemble des aspects donc, du phénomène pour apporter des réponses à tous les niveaux à cette menace sécuritaire. Ok. Oui, parce que quand vous parlez de la globalité de la sous-région, je pense que c'est aussi l'une des forces ou des particularités du ministre de la Défense délégué, parce que on a à l'écouter, c'est quelqu'un qui est adepte des coopérations bilatérales, hein, plus que les gros trucs comme le G5 Sahel. Et je pense qu'une fois, il expliquait comment l'initiative d'Accra allait être mise en œuvre pour pouvoir permettre également aux pays côtiers de pouvoir participer à cette lutte. Parce que l'initiative d'Accra, c'est une initiative en fait qui a eu le jour il y a quelques années, mais qui regroupait les pays côtiers, le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, et le Burkina, bon, récemment le Mali et le Niger aussi qui est rentré. Donc nécessairement c'est le renseignement et le financement, c'est forcément chaque pays qui met la main à la poche et sans forcément des financements extérieurs. Et il est véritablement pour cette initiative. Et je pense que c'est forcément une idée pertinente parce que quand on regarde aujourd'hui la question de la Côte d'Ivoire et la question également de ce qui se passe au Ghana, on s'est dit qu'on ne peut plus se cantonner sur le Mali et le Niger ou le Burkina où on voit c'est une question de 3 frontières, chaque fois c'est 3 frontières, alors que d'autres pays aujourd'hui sont devenus un peu plus poreux pour les pays voisins comme le Ghana et puis la Côte d'Ivoire nécessairement. Et récemment on a vu la coopération parce que l'armée burkinabé a annoncé également un appui aérien qui a été faite avec l'armée nigérienne pour des opérations dans la région, dans la zone de l'Est pour contrer le terrorisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette vision beaucoup plus bilatérale
est beaucoup dynamique et très important, plus que les questions de G5 Sahel aujourd'hui qui subit véritablement le coup de départ de Barkhane, qui connaît également ces derniers temps des secousses. On parle de malversation au niveau de cette institution-là d'ailleurs, qui a du mal à retrouver de l'argent. Et ensuite, il y a le problème également de l'administration avec l'opérationnel, parfois Niamey, Nouakchott, Ouagadougou et tout ça. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus dans cette dynamique de coopération sous-régionale et bilatérale. Oui, Barry. Oui, effectivement. Moi, je pense que la stratégie, si je peux la résumer, elle vise à tamiser donc nos problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui relèvent de nous, dont nous avons la solution au niveau local, en termes politiques, en termes militaires, en termes sécuritaires. Il y a une autre dimension qui dépasse le Burkina, donc qui intègre donc la dimension transnationale. Donc il y a la criminalité, il y a le crime, voilà, il y a ça. Et puis il y a, comme je l'ai dit, il y a des acteurs qui sont quand même des acteurs transnationaux. Quand je prends l'EIGS, quand je prends les GSIM, c'est des acteurs transnationaux qui obéissent donc à une certaine logique, qui ont des parrains à l'international. Mais au Burkina, comme dans beaucoup de pays donc, de la sous-région, il y a que dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu des facteurs d'aggravation donc, du phénomène terroriste. Donc, il s'agit aujourd'hui, comme je l'ai dit, de tirer des leçons et d'apporter des réponses. Je vous donne, il y a par exemple la question du foncier, qui est une question brûlante, mais elle intègre désormais une dimension communautaire. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on a la démographie galopante qui fait que désormais le Burkina tourne autour de 20 millions. Donc 20 millions d'habitants qui se partagent donc depuis la nuit des temps 274 000 km². Or, on sait qu'une grande partie de ces acteurs profitent quand même de la terre, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les éleveurs. Donc ils profitent tous de cette terre-là. Il arrive, et ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y ait des conflits. Il y a des conflits parce que les éleveurs ont tendance à faire donc de l'élevage extensif parce qu'ils ont besoin de terre. Les agriculteurs ont besoin de terre parce qu'avec la démographie, il faut qu'ils cultivent. Qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut qu'il y ait des législations, on va dire des formes de législation transitoire qui permettent donc de créer la cohésion au sein de ces deux entités nationales, des entités qui chacune apporte sa part de contribution donc au produit national brut. Donc ça c'est des questions de sécurité et de politique intérieure, mais malheureusement on sait que ça a dégénéré souvent et le terrorisme donc est venu se greffer à ce problème. Ça c'est un problème purement burkinabé auquel il faut apporter donc des solutions endogènes. Mais au-delà de ces solutions endogènes que le Burkina doit apporter en termes de justice, en termes de gouvernance démocratique, en termes de mesures fortes administratives et citoyennes sur le plan national, il y a des questions qui ne dépendent pas de nous, qui impliquent des dimensions transnationales et auxquelles nous sommes obligés donc de faire appel à cette dimension transnationale. Merci à vous. On va s'arrêter là pour ce sujet et puis très rapidement aborder, Albert Nagrego, si vous le voulez bien, le deuxième sujet de débat ce matin. 4 morts dans un accident de chantier à Koudougou. C'est en effet un immeuble en construction qui s'est effondré ce 31 août à l'université de Koudougou et ça a causé la mort de 4 personnes. Le ministre en charge des enseignements supérieurs s'est rendu sur les lieux. L'ARCOP également a fait. L'ARCOP, c'est l'autorité de régulation de la commande publique au Burkina et s'est rendu également sur les lieux. Le procureur également a ouvert une enquête. Mais tout cela, finalement, laisse cette impression qu'on est installé dans une pratique d'impunité dans l'exécution, la mauvaise exécution des marchés publics ici au Faso. Oui, mais le problème, ce n'est pas les entreprises, le problème, c'est le gouvernement burkinabé. Parce que moi, je me pose la question. On a tendance à dire, c'est même pas tendance, ce qui s'est passé à Barlo il n'y a pas longtemps, ce qui s'est passé dans le Coupego, et on a coutume de le dire au Burkina, on est en train de banaliser la vie humaine. Ça ne vaut absolument rien, excusez-moi du thème. Comment 4 étudiants meurent sur un chantier et on traite l'affaire de façon administrative? Et ici, il faut une décision politique. Moi, j'aurais été à la place du président du Faso, ses conseillers spéciaux en droit, ou je ne sais pas moi, les avocats de l'État, on s'assoit tout de suite là, quelle est la mesure à prendre? On résilie le marché de cette entreprise, qu'est-ce que le Burkina paie, qu'est-ce que le Burkina gagne? Et il faut une mesure conservatoire, arrêt immédiat des travaux sur le chantier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser le ministre le lendemain aller dire qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place, alors qu'on connaît déjà en griffe les fautifs. C'est une entreprise qui construit.
La dalle s'est écroulée. On n'a même pas réceptionné le travail déjà. On nous dit qu'il y a 6 personnes, le procureur, qui sont interpellées, qui sont au commissariat. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. On ne peut pas continuer. Ce qui s'est passé à l'unité antidrogue, les 11 présumés qu'ils ont pris, qui sont morts, immédiatement au Conseil des ministres, il y a eu des décisions de gouvernement, des mesures conservatoires qui ont commencé à faire sauter des gens. Aujourd'hui, c'est une vie égale à une vie. On ne peut pas rester là encore à parler de mettre en place une cellule de crise. Non, il faut immédiatement arrêter les travaux. L'ARCOP dit que des mesures fortes. Elle ne peut pas prendre des mesures en dehors de ce que ce texte prévoit. Est-ce que dans ce texte, c'est prévu que quelqu'un qui meurt sur le chantier par la faute d'une entreprise, voici les mesures qu'il faut prendre? Dans tous les cas, les mesures que l'ARCOP va prendre, les mesures vont rester toujours dans ce que les textes prévoient. Donc, au-delà de vouloir confier les choses chaque fois à l'administrative, et l'ARCOP va s'en charger, on va mener une enquête, on va faire des procès. Non, il faut à un moment donné donner l'exemple. Si on dit arrêt immédiat, on suspend, les autres entreprises qui sont en train de travailler vont se dire on a vu ce qui s'est passé à Koudougou. On ne l'a pas fait. L'échangeur qui passe devant Yalgado pour aller à Bendougou, on a vu comment ça fait couler de salive ici. Il n'y a jamais eu de mesure forte. Quand on prend ce qui s'est passé à Dandé, où l'élève est décédé, le ministre Ouattara a annoncé également des poursuites judiciaires. Jusqu'aujourd'hui, peut-être que le procès nous a échappé. Il n'y a pas de suite. La même chose se passe aujourd'hui à l'université de Gawa, avec des rapports et des explications, des dénonciations, on n'a pas fini. Aucune mesure forte. On regarde. Et tout ça, c'est la bonne gouvernance. Si vous prenez des mesures aujourd'hui, ça va montrer à la population qu'on n'est plus dans la récréation, on n'est plus avec la médiocrité, on passe à des choses sérieuses. Et il faut l'accepter. Ce n'est pas parce que c'est des entreprises, c'est des grosses entreprises, qu'on va résilier un contrat, ils vont dire que la résiliation, ça a été de façon abusive. Oui, à un moment donné, même quand c'est abusif et que ça vaut le coup, il faut le faire et on supporte le coup. Donc moi, je pense que ce qu'ils sont en train de nous montrer à Koudougou encore, c'est grave. Et pire, si on ne fait pas attention, dans 6 mois, cette entreprise va venir dire qu'il faut un avenant encore, parce qu'on avait mis peut-être 55 millions pour faire la dalle. La dalle est tombée, l'argent ne suffit plus, il faut ajouter de l'argent. Si on n'ouvre pas l'œil, on va encore ajouter de l'argent et on ne va pas se poser la question, qu'est-ce qu'on fait des familles des victimes? Est-ce qu'il faut les indemniser? Qui est fautif dans ça? Et l'affaire risque de passer comme ça. Moi, je pense qu'on a des occasions pour montrer, pour faire preuve de bonne gouvernance, mais malheureusement, on passe à côté chaque fois. Et on passe à côté chaque fois. Pour y arriver, moi, je dis, le vrai problème, ce n'est pas la question de corruption, le 10% là. Nos acteurs politiques, leurs accointances avec les opérateurs économiques, il faut qu'on ouvre l'œil pour voir clair dans cette affaire. Pas parce qu'on soutient la campagne de quelqu'un X ou Y et qu'on doit être récompensé peut-être sur un marché public et que même après, quand c'est mauvais, on continue de travailler. Et c'est comme si dans le pays, il n'y a personne pour montrer la voie sûre. La même entreprise avait été citée dans une affaire d'infrastructure mal faite à Tinkodougou. C'est ce qu'on dit, je n'ai pas encore pu vérifier, mais c'est ce qu'on dit. Mais à supposer que c'est cette même entreprise qui est vraiment responsable du stade régional de Tinkodougou qui a été décoiffé. Et je pense que jusqu'à ce jour, ce stade-là, il n'est pas encore réhabilité. Le ministre des Sports, à l'époque, avait dit que ça n'a pas été réceptionné d'abord. On n'a pas encore vu la réception. Et on continue. Et comment vous voulez que dans ce pays-là, on puisse avancer? On ne peut pas, parce qu'on est en train d'accumuler des frustrations. On cumule des frustrations, on ne finit pas, on ne règle pas. C'est comme une pourriture. On prend, on met là, et demain, on vient, on ajoute encore d'autres. Le seul là, qu'on a mis là, le seul fruit pourri là, contribue à pourrir davantage la situation. Et au Burkina, quand on regarde depuis 2016 jusqu'à ce jour, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qu'on n'a pas réglé et qu'on croit qu'on a oublié ou on a déplacé le problème, mais on ne s'imagine pas que ça nous rattrape un peu. Quand vous imaginez le cas de Yirgou, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, un cas où en moins de 6 mois ou un an, on devrait finir ce procès-là. Aujourd'hui, les présumés, ceux qui étaient en détention même, sont en liberté provisoire et se retrouvent même peut-être dans le même voisinage avec les gens qui ont perdu des parents déjà dedans. Et que c'est à la limite comme une insulte, comme si on les narguait. Ça, on n'a pas fini. Quand on dit qu'il y a eu mort ici, comment vous pouvez imaginer par exemple que quelqu'un qui a tué 2 personnes, on n'arrive pas à le retrouver, on va tuer son père qui est innocent, qui est assis tranquille. Et la vie, ça marche. Oui. On cumule tellement de frustrations et que ça nous rattrape, mais on ne se rend pas compte que c'est là où on a trébuché depuis la dernière fois, on n'a pas réglé le problème qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, Abdoulaye Bari, votre avis sur cet accident qui a causé la mort de 4 personnes à l'université de Koudougou? À mon avis, c'est que c'est regrettable.
Je suis sonné de savoir qu'aujourd'hui, au XXIe siècle aussi, on peut, avec la technologie, on peut assister à des drames comme ça. C'est l'occasion quand même de présenter les condoléances à la famille des disparus, de dire combien on regrette qu'un tel acte ait pu se produire encore au XXIe siècle. Maintenant, l'approche, on peut l'avoir à deux niveaux. Il y a d'abord une dimension pénale. Il y a eu mort d'homme. La justice est saisie donc de l'affaire. Il y a une instruction, une enquête qui est faite pour situer les responsabilités et le droit positif burkinabé prévoit donc des peines en la matière. Et je me réjouis donc que la justice est saisie de cette... parce qu'on ne peut pas faire plus. Et on pourrait peut-être prendre des mesures politiques, c'est possible, mais est-ce que les mesures politiques pourraient nous... Peut-être ça peut même desservir l'État, parce qu'on est quand même dans un état de droit. Si l'État venait, par exemple, de façon unilatérale, donc à rompre ce contrat, peut-être ça, en termes financiers, ça pourrait coûter au Burkina si demain la même entreprise venait donc à intenter une action en justice. Ce sont des postulats qu'il faut analyser, mais il est important que l'affaire déjà soit devant la justice, qu'il y ait des arrestations. Ça, c'est important. Maintenant, dans une large mesure, à mon avis, cet acte-là s'inscrit quand même dans un contexte où, à tort ou à raison, il y a un sentiment d'impunité générale, d'affairisme au sommet de l'État qui ne favorise pas les choses. Ce n'est pas normal que des entreprises de ce genre-là que les règles ne soient pas claires. Parce que qu'est-ce qui arrive généralement? Il arrive que nous avons édicté des lois de passation de marché. Et malheureusement, on est dans un contexte où les gens arrivent à contourner la loi en respectant la loi. Qu'est-ce qui arrive? Si on dit, par exemple, il y a un appel d'offres, voilà, ou bien un truc interne où on a besoin de 3 ou 4 entreprises, c'est tellement simple de respecter la loi en la violant. Parce que on vous appelle, on dit, bon, allez-y chercher donc des offres d'autres structures, 4 ou 5 autres structures, vous avez le montant, on vous dit, bon, vous devrez faire la meilleure offre. Vous savez que le marché ne peut pas dépasser 10 millions. Donc, vous faites tout pour amener 3 autres structures. Peut-être ces 3 autres structures vous appartiennent aussi. Et puis, vous devez faire en sorte que l'offre financière donc, de ces 3 autres structures-là dépasse les 10 millions, puisque vous savez le montant. Donc, en définitive, on respecte la loi, mais c'est vous qui gagnez le marché. Vous gagnez le marché sur quelle base? Sur la base de copinage, sur une base affairiste. Pour moi, la construction d'un État nécessite quand même, quand on parle de la bonne gouvernance, que le choix des élites, c'est important. C'était le choix de l'élite, mais aussi l'éthique dans la gouvernance, c'est important. On ne peut pas permettre à des amis, des copains, d'avoir des marchés dans un pays... Bon, on va dire qu'il n'y a pas de problème, c'est des copains qui ont eu. Mais au moins que le marché soit exécuté dans le strict respect des règles. On a des précédents où beaucoup d'entreprises, on a vu que ce soit Tenkodogo, que ce soit Manga, sur plusieurs axes routiers de ce pays-là, qui n'ont pas exécuté leur marché. Mais il n'y a pas une mesure qui a été prise. Ces mêmes personnes vont avoir d'autres marchés demain parce qu'ils ont des accointances avec les puissants du jour. C'est regrettable et surtout lorsque ça engage la vie et l'avenir d'une nation. La preuve, on est dans un système laxiste qui nous conduit à perdre 4 personnes, des étudiants qui avaient à la fleur de l'âge, qui étaient pleins d'espoir, qui pensaient que après leur stage, donc voilà, l'avenir est rose. Mais ils sont morts par... Je ne veux pas anticiper l'action judiciaire, mais je pense que cette dalle ne peut être effondrée que par une erreur humaine. Il y a une erreur humaine quelque part. Mais on ne peut pas permettre à des individus d'engager la vie de la population comme ça. À cause de leurs erreurs, à cause de leur laxisme, à cause de leur quête effrénée d'argent, qu'on arrive à perdre 4 jeunes, c'est quand même, ça fait mal. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut s'arrêter que lorsqu'on respecte la justice et l'éthique. En fait, je veux juste ajouter quelque chose. On a parlé tout de suite de la collaboration entre population et FDS et que parfois on dit que ça ne marche pas. Ici, ce qui s'est passé à Koudougou, Barry est beaucoup plus tendre. Moi, ce n'est pas des erreurs. Ça a été dénoncé plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une manière plus de collaboration que de dénoncer ce qui est en train de faire là n'est pas bon? Et pourquoi on dénonce, mais on ne prend pas les mesures? Le problème encore, ce n'est même pas les accointances. Vous avez des opérateurs économiques aujourd'hui qui connaissent l'agenda du gouvernement en matière de chantier. Il sait qu'en 2023, on va lancer la construction d'un CMA ici, à telle date.
Il sait qu'ici, on va lancer la construction d'une route à telle date. Il connaît tout, il connaît même ce qui n'est pas mauvais. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on avantage les choses parce que c'est des retours. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le malheur de notre classe politique. Quand on dit que la classe politique est mauvaise aujourd'hui, c'est ça. Parce que vous avez des gens qui sont des militants par conviction, qui sont très peu, et vous avez des gens qui sont militants par opportunisme parce que, juste, moi, je soutiens X ou je suis dans son parti parce qu'il y a un marché que je veux dans 6 mois ici pour pouvoir combler mes dettes quelque part. Lui, il est opportuniste. Il ne fait pas de la politique pour pouvoir espérer même le développement du Burkina. Et malheureusement, ils sont les plus nombreux dans notre classe politique aujourd'hui parce qu'on va là où ça peut nous arranger demain. Et moi, je pense que ce qui est arrivé à Koudougou, ce n'était pas étonnant, c'était prévisible. Donc là, on ne va même pas parler d'erreur. Oui, et Dabadi, est-ce qu'on doit continuer avec ce laxisme? Naturellement que non. Je pense qu'il faut quand même donner un signal fort. Et après le cas de Dandé, nous l'avons dit ici que si nous ne prenions pas de mesures fortes, c'est sûr qu'on allait assister à d'autres morts. Et malheureusement, ça n'a fait que quelques mois seulement, on vient d'enregistrer encore. C'est une situation extrêmement déplorable. En attendant que les investigations qui sont en cours nous situent sur les causes réelles de l'effondrement de cette dalle, je pense qu'il faut prendre toutes les mesures conservatoires. Et je pense que c'est vrai, le juge a déjà, le procureur, après le TCI de Koudou, a déjà donné le ton en procédant à l'interpellation effectivement de 6 personnes. Il faut l'encourager à aller jusqu'au bout. Je pense qu'il faut situer toutes les responsabilités et prendre les sanctions qui s'y. Comme on l'a dit, il n'y a pire que le sourd qui ne veut pas entendre. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les effondrements avec mort d'homme ne datent pas d'aujourd'hui. Et nous l'avons toujours critiqué. Mais malgré ces critiques, les interpellations, on a le sentiment que l'État ne semble pas prendre le problème à bras le corps. S'il y avait eu des sanctions fortes à l'endroit des entrepreneurs ou autres fautifs qui sont à l'origine des autres bâtiments publics qui se sont écoulés et qui ont entraîné la mort de certaines personnes, c'est sûr qu'on n'en serait pas là. C'est parce que les gens se disent qu'ils peuvent se permettre des impairs, peuvent se permettre certains comportements, de laxisme et tout, sans courir le moindre risque qu'ils continuent de le faire. Et malheureusement, ça coûte cher à notre nation parce que ce sont quand même des vies que nous perdons. Et donc je pense qu'il faut vraiment taper du poing sur la table. Je pense que c'est le drame de trop qui doit pousser l'État à agir avec rigueur et vigueur. Et cette fois-ci, j'ose vraiment espérer que l'État va prendre des sanctions exemplaires contre tous ceux qui seront reconnus coupables de l'effondrement de cette dalle. Mais encore une fois, le vrai problème, comme nous l'avons dit, c'est la manière d'attribuer les marchés. Tant qu'à ce niveau, les sauts ne seront pas transparents, effectivement, transparentes, c'est sûr qu'on va continuer à assister à des mauvaises exécutions de sentiers. C'est clair, c'est net. Parce que si des gens vont se retrouver entre copains, ils vont s'attribuer le marché. Mais n'attendent pas à ce qu'il y ait des sanctions, même quand il y a des problèmes. Je l'ai dit, c'est vrai, on peut donner un marché dans les règles de l'art, mais c'est difficile. Si les règles ne sont pas respectées... Il faut que l'ami soit qualifié. Ah oui, il faut que l'ami soit qualifié. Ça, et puis il faut qu'il soit de bonne moralité. Parce qu'il y a tout ça. Et qu'il fasse bien le travail. Tout à fait. C'est ça. S'il ne le fait pas, il faut le taper dessus fort. Sinon, ça pose un problème. Parce que ça fait trop. Les effondrements de bâtiments publics, on assiste comme si ça ne disait pratiquement pas grand-chose. Donc, tout le temps, on nous promet des sanctions, on dit l'affaire est en cours, mais au finish, il n'y a pratiquement rien. Et dans un système où il n'y a pas de sanctions, on ne peut pas obtenir de l'excellence. Le problème, c'est ça. Au contraire, ça décourage même ceux qui sont sérieux. Si quelqu'un a un marché où il doit l'exécuter avec 100 millions, et qu'il fait tout possible l'exécuter avec 90 millions, et un autre va exécuter le même marché avec 30 millions, vous voyez ce que ça fait. Donc je pense qu'il faut travailler de manière à ce que la méritocratie soit vraiment la règle. Il faut ça. Et lorsque les gens ne respectent pas les critères ou en tout cas les règles, il faut tout de suite intervenir. Il ne faut pas attendre que le drame se produise. Comme on l'a dit, il y a des sentiers sur lesquels on prend les photos, on balance sur les réseaux sociaux pour montrer vraiment des imperfections. Mais on ne dit rien. On ne fait absolument rien. C'est le jour que ça va s'écrouler maintenant, on est étonné, on dit non, il faut chercher des coupables. Mais on aurait pu quand même anticiper à travers ça. Donc c'est comme s'il n'y a pas de contrôle. Et même certains contrôleurs, lorsqu'ils sont très tatillons,
lorsqu'ils sont pointilleux, ils ne veulent pas laisser des impairs, mais ils sont tout de suite virés. Ça aussi, on connaît ces cas. Donc c'est pour dire vraiment on est dans un système où je pense que l'autorité doit effectivement intervenir. Et l'autorité, cette fois-ci, doit se montrer sérieuse. Je pense que la crédibilité de ce régime est vraiment en jeu. Si cette fois-ci, on ne fait pas grand-chose, moi j'ai bien peur pour la suite. Parce que ça commence à faire trop. Dandé, c'était un mort, une vingtaine de blessés. Cette fois-ci, nous avons jusqu'à 4 morts. Demain, quand sera-t-il? Donc, moi, je pense qu'il faut quand même prévenir ce qu'on peut prévenir lorsqu'on a la possibilité de faire un contrôle sérieux, d'attribuer un marché dans les règles de l'art et de faire un suivi rigoureux. Sinon, bon, toutes les commissions de ceci et autres sorties déplorer la situation, mais tout ça, ça ne nous amènera à rien. Est-ce qu'on peut encore réveiller ceux qui sont morts? Absolument non. Et donc, moi, je pense que, regardez d'abord le nom. On a attribué l'université de Koudougou a été baptisée l'université Norbert Zongo. Quelles sont les valeurs que défendait Norbert Zongo? Ce n'est pas le népotisme, ce n'est pas la corruption. Au contraire, il luttait contre toutes ces pratiques-là. Donc aujourd'hui, dans une université qui porte le nom de Norbert Zongo, qu'on assiste à une telle situation, je pense que ce ne fait pas bon, ça n'honore pas le Burkina, ça n'honore pas le monde universitaire. Oui, Barry, pour terminer sur ce sujet, puis on va rapidement... Oui, pour terminer, l'État, évidemment, a sa part de responsabilité, mais au-delà de l'État, je pense que nous sommes tous quelque part responsables. Moi, j'aime un ancien juge sénégalais, Kébambaye, un juge émérite, paix à son âme, qui dit que dans notre vie, là, il est important qu'on se pose la question permanente de savoir ce que je pose comme acte là. Imagine-toi si tout le monde posait la même acte. Quelles seront les conséquences de ces actions-là sur la société? On est dans une dynamique aujourd'hui, ce n'est pas que l'État. La faillite, elle est à tous les niveaux. Quelle est la place de l'éthique dans les actions que nous posons au quotidien? Barry, qui doit repenser ça? Non, je finis. En fait, quelle est la place de l'éthique que chacun de nous pose? La place de l'éthique dans les actions que nous posons en tant qu'individu, en tant qu'humain? On répond à la question. Mais l'État, effectivement, a une part de responsabilité. Sa part de responsabilité, c'est de faire en sorte que les règles qui régissent donc le fonctionnement de l'État pour une meilleure justice soient respectées. Il est important que l'État incarne l'exemplarité. Parce que si vous favorisez l'impunité, si vous favorisez l'injustice parce que vous pensez que c'est une injustice minime, non, il n'y a pas d'injustice minime. Si vous favorisez une minime injustice, elle va faire une sorte de gangrène. Vous voyez, les gens tuent désormais. Ils tuent parce que ils ont vu qu'on a tué ailleurs, ça n'a pas été un problème. Donc, de fil en aiguille, c'est comme une sorte de rouleau compresseur. Il est important de respecter les règles qui régissent donc notre vie, notre contrat social. Mais au-delà de la nécessité pour l'État donc de sévir, il est important que chacun de nous s'interroge sur la place de l'éthique dans chaque action qu'il pose au quotidien, et je pense qu'on pourra s'en sortir. Oui, on va rapidement terminer avec le lycée Philippe Zenda Kaboré, fermé en mai 2021, Albert Nagrego, suite à des manifestations d'élèves qui avaient saccagé, entre autres, le véhicule et le bureau du proviseur. Et pour cette année scolaire 2021-2022, le lycée restera fermé. C'est une décision du gouvernement, et une décision qui suscite des commentaires, mais aussi des interrogations. On se pose la question jusqu'à quand le lycée sera resté fermé et qu'est-ce qui va advenir après, même si le gouvernement rassure que les 3700 élèves seront réaffectés dans d'autres établissements publics de la capitale burkinabé. Mais ce n'est pas la solution, on a déplacé le problème. Parce que ce qui fait que le gouvernement a décidé que les établissements de Ouagadougou arrêtent de recruter des effectifs supplémentaires, je pense, si je ne me trompe pas. Oui. Donc du coup, si le Zenda existait, on allait continuer de recruter des effectifs supplémentaires. Le Zenda n'existe pas, donc on ne recrute pas des effectifs supplémentaires et où on reverse ces effectifs supplémentaires qui étaient censés être recrutés. Ça va rester sans solution, évidemment. La deuxième chose aussi, quand j'ai appris la mesure, je me suis dit que c'est trop fort, parce qu'on pouvait faire mieux que ça. Aujourd'hui, le lycée Philippe Zenda, c'est quand même un symbole. C'est historique, ça participe
des symboles majeurs de l'État burkinabé. Et aujourd'hui, décider de fermer cet établissement, même si c'est en une année scolaire, ce n'est pas déjà bon pour l'histoire de cet établissement-là, ce qui est déplorable. La deuxième chose, il faut qu'il y ait suffisamment de pression. S'il n'y a pas de pression, je suis sûr que ça risque de rester comme ça parce qu'il y a eu un précédent déjà. On l'a vu avec la grève à l'université de Ouagadougou en 2007 où la cité universitaire a été récupérée pour faire des bureaux des enseignants. Et depuis 2007, quand vous arrivez à l'université aujourd'hui, même si c'est des bureaux de nom. Quand vous rentrez, c'est véritablement pas digne des bureaux des enseignants d'université. Et vous avez des bâtiments qui ne sont même pas occupés. Et ça, quand même, je pourrais dire que ça a enlevé quand même l'âme de l'université quand même. Parce que le campus des Ogona à l'époque, c'était quand même... la cité universitaire des Ogona. Tout à fait. Oui. Ça participait beaucoup à l'animation de cette vie universitaire-là. Et aujourd'hui, avec une grève en 2007, je crois que c'était une grève également qui était majeure. Et le gouvernement a récupéré, c'est fermé. Donc j'ai bien peur que le lycée Philippe Zenda Kaboré ne subisse le même sort que ce que la cité universitaire des Ogona a connu. Mais je pense que déjà des voix s'élèvent. Je pense que le gouvernement va entendre pour pouvoir rattraper les choses rapidement d'ici la rentrée prochaine pour qu'on puisse sauver cet établissement-là, non seulement par sa capacité d'accueil, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a problème d'infrastructure pour les élèves, et encore pour l'histoire aussi, et l'hommage également à Philippe Zenda Kaboré, c'est très important. Malheureusement, on a eu tout le temps les vacances de produire au moins un document en bonne et due forme, avec peut-être des sociologues, des spécialistes en éducation, pour nous montrer que on est arrivé à cette conclusion, donc il faut fermer l'établissement ou pas. Mais bon, là on a vu que ça s'apparentait à une décision qui a été prise peut-être entre des membres du gouvernement ou de façon unilatérale. Mais espérons qu'on pourrait sauver l'établissement la rentrée prochaine comme le ministre Ouaro le promet. Oui, Barry, c'est votre avis également qu'on pourrait sauver les meubles? Enfin, non, je vais aborder peut-être sous un autre angle. Je pense que le lycée Philippe Zenda Kaboré, qui est, j'allais même dire au-delà d'un symbole, qui fait partie quand même du patrimoine historique du Burkina, pour ce qu'il représente, est désormais otage, on va dire, des luttes intestines, des luttes, et prise en otage. Donc les élèves et le lycée se trouvent être pris en otage par... une lutte, la lutte des syndicats et puis le politique. Voilà, c'est le lycée otage, il faut le dire. Et y a-t-il des difficultés concrètes au niveau du lycée Zenda? Oui, il existe. Il existe au plan des infrastructures. Depuis des années, il y a des problèmes. La preuve, ça fait 2 ans que le lycée qui abritait 6 jurys pour la correction des examens n'arrivait plus à abriter ces 6 jurys. On a été obligé donc de diminuer le nombre de jurys, de réduire à 4. Et donc ça fait qu'il y a près de 600, les 2 jurys qui ont été réduits, il y a eu au moins 600 qui n'étaient pas corrigés à ce niveau. Ça, c'est des problèmes concrets parce qu'il y a une trentaine de salles qui n'étaient pas donc pratiques pendant cette période. Il y a un problème d'échantillité au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré. Il y a un problème sur l'électrification parce que le réseau est vétus. Ce sont des problèmes concrets. Et s'ajoute à cela une lutte intestine, comme je dis, une lutte syndicale qui a créé un problème de cohésion entre l'administration et les syndicalistes. C'est dû à quoi? On se rappelle qu'il y a eu une rétention des salaires le mois de mars 2020. Ça a touché 27 enseignants. Ça a créé des problèmes pendant le mois de mars. Et ces gens ne vont pas quand même pardonner cela. Si on te dit, bon, tu n'as pas un mois de salaire, ça peut créer des frustrations. Il y a aussi que dans la dynamique de redéploiement de l'administration, parce qu'on se retrouve dans une situation où à Ouaga, il y a beaucoup de fonctionnaires, alors que quand tu pars à 100 km de Ouagadougou, il n'y en a pas. Il y a des gens même, quand on prend par exemple le lycée Philippe Zenda Kaboré, on était dans une norme des heures de travail de 18 heures en moyenne par semaine. Mais il y a des enseignants qui avaient 3 heures. Il y a des enseignants qui avaient 6 heures. Alors que si vous partez dans un village à 10 km de Kaya, il y a des lycées qui n'ont pas d'enseignants. Donc la dynamique de redéploiement donc, de l'administration, ça crée des problèmes et qui ont conduit au licenciement de 15 professeurs. Et donc il y avait cette guerre intestine qui était là. Et donc à cette guerre intestine est venue, on va dire même, il y a eu même une certaine influence des syndicalistes. Oui, Barry, on va juste demander à la régie de nous accorder 5 minutes pour conclure avec cette émission. Oui, ce que Barry dit est tout à fait. Je peux terminer. Non, moi je ne pense pas que le gouvernement avance. Moi je n'ai pas échangé avec un membre du gouvernement, j'ai échangé avec les gens. Et vous n'êtes pas non plus membre du gouvernement. Ouais. Donc bon, je vous dis une chose. Donc il y avait des problèmes. Donc à ces problèmes que je viens de citer, c'est greffé, voilà l'incident malheureux
qui a coûté donc la vie, on va dire, à 314 tableaux bancs. Est-ce que l'établissement était réellement apte à abriter donc cette année les coûts? La question reste posée, surtout que des mesures n'ont pas été prises. Mais par contre, le lycée Philippe Zenda Kaboré, donc au regard de cette crise qui est née avant, qui a contribué donc à la fermeture précoce du lycée, et au regard du symbole qu'il représente, à mon avis, même si fermeture il y avait, elle ne devrait pas être de cette manière. Je pense qu'il y a la communication n'a pas marché à ce niveau, et le gouvernement donne désormais peut-être l'impression de régler ses comptes. Or, il y a des problèmes concrets. Dire, comme le gouvernement le veut, qu'on veut transformer le lycée Philippe Zenda Kaboré en un pôle d'excellence, à mon avis, ce serait même honorer le lycée Philippe Zenda Kaboré. Mais l'idée peut être pertinente, mais l'approche, si vous n'avez pas la bonne approche, votre idée ne marchera pas. Et on se trouve dans ce problème aujourd'hui. Oui, Dabadi Zoumbara. Oui, bon, je pense qu'effectivement, c'est une décision lourde de conséquences parce qu'au-delà des élèves du lycée Zenda, il n'y a que les élèves des autres régions ne pourront pas bénéficier des affectations au titre, enfin, j'allais dire de recrutement, au titre des recrutements pour complément d'effectifs au niveau de la région. Donc ça déjà c'est un préjudice pour un certain nombre d'élèves, surtout pour les régions à fort taux de sécurité. Mais je pense qu'au-delà de cet aspect, il faut quand même reconnaître effectivement qu'en plus de ce que Barry a cité comme problème, il y avait effectivement d'autres problèmes dans ce lycée et qui ne sont pas des moindres. Voilà, vous avez effectivement ces questions de vente de places qui avaient pris en tout cas des propositions aussi inquiétantes. Vous avez effectivement cette histoire de trafic de drogue qui se faisait et qui n'honorait pas aussi les lycées. Et à tout cela, effectivement, est venu ajouter cette violence des scolaires. Et malheureusement, au lieu qu'on condamne fermement cette attitude irresponsable des élèves, il s'en est trouvé des Burkinabés, parmi lesquels même des éducateurs, qui ont plutôt encouragé les enfants. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les enfants, à mon avis, payent le prix. C'est ça aussi en réalité. Il faut que les gens acceptent dans ce pays d'assumer leurs actes. Lorsqu'on pose un acte, eh bien, ça peut forcément avoir des conséquences. C'est ce que nous disons à l'État. Quand l'État laisse faire, avec ce qui s'est passé, si on laisse faire et qu'il y a une nouvelle rentrée immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Le bras de fer va se poursuivre. Il peut y avoir mort d'homme. Donc, je pense que deux fois, quand l'État prend des décisions, il ne faut pas voir tout de suite les conséquences. C'est clair, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ne pourront plus accéder au lycée. C'est un gros business qui se faisait. Il y avait tous ceux qui vendaient. Naturellement, la mesure fait des grincements des dents. Ça, c'est une évidence. Mais au regard aussi de ce qu'on vit, est-ce qu'on ne pouvait pas prendre une décision forte? Donc moi je pense que l'État a décidé de prendre une décision forte. Pour moi le vin est tiré, il faut le boire. Je ne pourrai pas que l'État va revenir pour cette rentrée sur la question parce qu'on a déjà identifié des lycées. Et je pense que ce qu'il faut demander... Et les élèves sont en train de se... Oui. Ce qu'il faut demander ici au MENA-PLN, c'est de faire en sorte que les élèves qui sont touchés par cette mesure puissent intégrer les lycées et collèges qui ont été identifiés. Ce dispositif est en place pour certains établissements. Tout à fait, qui ont été identifiés sans difficulté majeure et dont la liste a d'ailleurs été communiquée. Oui, ce qu'il faut également demander au gouvernement, c'est de faire en sorte que la réaffectation du personnel se fasse sans anicroche. Et je pense que le tout, c'est de travailler à la réouverture qui doit intervenir, à mon avis, quand même dans un temps assez bref, qu'on puisse avoir un environnement sain. Parce qu'on ne peut pas former des cadres aussi dans un environnement où on assiste à la violence, où on assiste à des trafics de drogue, et où on assiste à un combat sans fin, un bras de fer entre syndicats et l'administration. Ça aussi, ça pose un véritable problème. Oui, on reviendra certainement sur le sujet lycée Philippe Zenda Kaboré dans nos prochains débats. Merci à tous les trois d'être venus. Abdoulaye Barry est journaliste indépendant, il est analyste politique. Merci d'être là. Albert Nagrego est directeur de publication de Libre Info. Libre Info, c'est un site d'information en ligne et vous êtes également analyste politique. Merci de venir pour le débat. Et Dabadi Zoumbara est rédacteur en chef des éditions Le Pays. Merci d'être là. Vous êtes analyste également. Et merci à vous pour votre attention à ce débat. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.